Merci à Georges d'abord pour m'avoir invité à cette session, d'autant que je ne suis vraiment pas spécialiste d'économie circulaire, d'une part, et que d'autre part, en ayant écouté tous les intervenants depuis ce matin, il y a des moments où je me demande ce qu'il me reste à dire. Alors, pour les raisons suivantes, d'abord, il y a beaucoup de choses qui ont été abordées ce matin sur les données économiques et techniques qui concernent le recyclage, et avec des exemples qui sont extrêmement pertinents, en particulier autour des luminophores. Ça a été fait par Alain Rollat. Dans l'après-midi, Frances Wall, elle a abordé une approche sur l'évaluation de performance environnementale, et ça, dans l'économie circulaire, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Si on ne prend pas en compte l'évaluation environnementale, dans le bilan et dans les flux, on se trompe complètement, et je doute qu'on puisse y arriver un jour. Et puis alors, Olivier Vidal, qui m'a pris 3 diapos sur le cuivre, enfin, c'est peut-être moi qui vais lui prendre, j'en sais rien, voilà, il est très heureux, et donc je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour faire tout ça. Mais pour commencer, ce que je voudrais, c'est retenir ce matin quelques mots qui ont été dits par Madame Flor Dias-Pulido et qui a brillamment démontré dans son exposé à quel point les deux termes de resource efficiency et puis de raw materials constituaient les vrais éléments de l'équation que l'on a à traiter. Et ça, moi j'ai beaucoup apprécié que ces deux termes soient réunis dans la même division, et ce qui nous permet réellement de traiter le primaire, le secondaire, le système économique et l'ensemble des affaires qui tournent autour de tout ça. Et il y a vraiment des choses terriblement liées. Alors, j'aurais abordé des éléments sur les nouvelles ressources et sur les différents éléments qui font qu'on peut s'intéresser à un cycle global qui intègre le primaire et le secondaire. D'abord, les technologies modernes, et ça a été répété à plusieurs reprises au cours de la journée, elles font réellement appel à ce qu'on appelle des petits métaux, des métaux rares, des métaux high-tech, tout ce que l'on veut, dont la production mondiale se situe entre quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de tonnes par an à quelques centaines de milliers de tonnes, et que ceci doit être comparé avec 1,2 milliard de tonnes de production annuelle de fer. Voilà. Alors, ce que vous avez dit ce matin et ce que l'on a bien vu, c'est que pour les industriels, un certain nombre de ces éléments rares, ce sont des vraies vitamines au fonctionnement de la technosphère du XXIe siècle. Et en particulier, si on s'intéresse, comme l'a fait Olivier tout à l'heure, aux métaux qui sont utilisés dans l'énergie au sens très large du terme, eh bien, on se rend compte qu'il y a une très large part du tableau de Mendeleïev qui est intégré dans les process énergétiques, que ce soit du stockage de l'énergie, de la connectique, des affaires qui tournent autour de la catalyse, comme le disait Jean-François ce matin, mais également le photovoltaïque, les aimants permanents dans les éoliennes, les supraconducteurs, etc. Donc ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, l'économie qui se développe au cours du XXIe siècle est très extraordinairement tributaire. Ici, c'est l'exemple de l'énergie, mais on pourra en trouver d'autres, et tout à l'heure, je parlerai des conducteurs au sens large du terme. Eh bien, on se rend compte que ces métaux high-tech, sont extraordinairement présents et nécessitent une réflexion globale par rapport à ces nouvelles ressources. Alors, il y a des vrais défis, et ce matin, vous avez posé des défis, cet après-midi aussi, autour des besoins énergétiques, mais également de tout ce qui tourne autour du changement climatique et des solutions que l'on va devoir trouver en considérant une croissance démographique, une plus grande intensivité matérielle, et puis une demande en matières premières minérales et la nécessité de construire autour de cela une approche intégrée et durable. Alors, ça ne relève pas strictement du recyclage, et je vais essayer de vous le montrer, en gros le primaire versus le secondaire, mais plutôt de l'optimisation de la chaîne globale qui peut démarrer du début de l'exploration très amont jusqu'à la réutilisation, et encore une fois, pas uniquement la réutilisation des produits en fin de vie, mais vous le verrez, il y a de la réutilisation au cours du cycle des matières premières. Alors, un premier diagramme qui, je trouve, est relativement intéressant. Ce diagramme, il vous montre le taux de croissance annuel moyen de la production de diverses matières premières minérales pendant 10 et 30 ans, et c'est un taux de croissance annuel. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on a des taux de croissance annuels qui atteignent quasiment 20% pour certains métaux. Bon, on retrouve des choses comme le gallium pour les portables, les semi-conducteurs, etc. En bas du diagramme, le germanium, et puis on retrouve au-dessus l'indium. Et avec des prix qui ont été multipliés par 10 ou par 15 en quelques années. Et donc ce diagramme montre bien à quel point
ces taux de croissance qui sont absolument extraordinaires, de plusieurs pourcents jusqu'à des dizaines de pourcents, interrogent fondamentalement dans les toutes prochaines années sur la façon dont nous avons à gérer l'économie globale de système des matières premières. Alors, il y a des travaux qui sont faits, évidemment, sur la croissance de la consommation, sur la croissance de la demande, et certains d'entre eux alarment complètement. Je reviendrai tout à l'heure sur un exemple d'alarme tout à fait particulière, et à pousser à calculer des dates d'épuisement des ressources primaires qui peuvent arriver dans 5, 10, 15 ans. On cite des dates à 2021, 2025, 2035, des choses extraordinairement précises pour certains de ces métaux ici, et on se rend compte que ce sont des dates extraordinairement alarmistes qui ne prennent pas en compte tout un ensemble de paramètres, mais qui arrivent quand même sur le marché et qui amènent à réfléchir. Alors, tout cela, évidemment, c'est lié à un certain nombre d'évolutions, et en particulier ici sur le cuivre. Alors j'y reviens. Ce que vous voyez ici, c'est sur la courbe en pointillé bleu, une estimation moyenne, c'est la teneur moyenne des gisements de cuivre exploités à l'heure actuelle. Vous voyez que depuis le début du siècle dernier jusqu'à maintenant, il y a en gros un facteur 5 entre la teneur initiale et la teneur constatée actuelle. Pas tout à fait, mais presque. Et puis à côté de ça, on a des coûts moyens de production qui augmentent récemment de façon tout à fait significative. Alors on pourrait se dire, cette observation globale, est-ce qu'elle est liée au fait qu'on a des réserves en cuivre qui s'effondrent complètement et qui font que le problème d'augmentation des coûts, etc., elle est liée principalement aux réserves qui sont en chute libre? Ben non, parce que si vous regardez cette courbe, et bon, elle a été montrée par Olivier précédemment, eh bien vous regardez que la réserve continue à augmenter, et c'est donc pas le problème de l'épuisement de la ressource qui induit à un potentiel problème économique dans notre système. Alors, si on regarde sur ces ressources primaires, on se rend compte que les ressources qui sont les plus faciles à exploiter, donc les plus riches, comme je viens de le montrer sur le cuivre, ou celles qui sont situées dans des régions à fort niveau d'éducation, avec des infrastructures qui sont faciles pour l'exploitation, qui ont des niveaux de gouvernance élevés, ce qui a été précisé par Française tout à l'heure sur les niveaux de gouvernance, c'est aussi un élément important à prendre en compte dans l'économie globale, à la stabilité politique raisonnable. Eh bien, à l'heure actuelle, ils sont en cours d'exploitation épuisés. Ça veut dire que la production future, elle va faire appel à des gisements qui sont forcément plus pauvres, plus difficiles à trouver, ils sont profonds, ils sont souvent cachés, et puis avec des minerais qui sont plus difficiles à traiter, soit parce qu'ils sont à grains fins, soit parce qu'ils contiennent des matières organiques, et parfois qui sont situés dans des régions qui sont à faible gouvernance ou éventuellement instables. Alors, tout ça, ça amène à réfléchir et se dire, finalement, est-ce qu'il y a des challenges scientifiques qui tournent autour de ce système et qui disent, finalement, est-ce que l'économie circulaire, c'est un élément qui est susceptible de pouvoir contribuer à une forme de stabilisation du système dans lequel on se trouve à l'heure actuelle et qui est peuplé, comme le disait Olivier, d'un ensemble d'exponentiels et qui sont évidemment un petit peu plus difficiles à gérer que des progressions linéaires. Et alors, on peut se dire, voilà, tout ce qui tourne autour du secondaire, et encore une fois, ça n'est pas strictement le recyclage des produits en fin de vie, mais effectivement, c'est à la fois le recyclage primaire au cours du processus de production, mais ça inclut aussi l'utilisation et la réduction de l'obsolescence, et ça inclut évidemment la réutilisation finale. Tout ça, c'est en lien direct avec les problématiques des déchets, et donc il faut regarder comment ce système économique complet est susceptible de fonctionner pour un certain nombre de métaux. Alors celle-là, elle a été aussi montrée, mais elle est extrêmement importante. Si vous regardez à peu près une soixantaine d'éléments qui sont ici, à partir strictement des produits en fin de vie, c'est-à-dire ceux-ci n'intègrent pas la potentialité de recyclage, soit à partir des émissions de charbon, soit au cours du process lui-même. C'est à partir du recyclage en fin de vie, eh bien, vous voyez que tous les éléments dont vous avez parlé ou dont on a parlé depuis le début de cette journée, ils se retrouvent avec des taux de recyclage actuels qui sont inférieurs à 1%, et que les taux de recyclage élevés, supérieurs à 50%, eh bien, ce sont globalement les métaux de base. Donc on a vraiment à s'interroger sur le fait de générer une économie du recyclage qui soit adaptée aux besoins et qui puisse dépasser un certain nombre de challenges scientifiques. Et alors, ce que je me disais au point de départ, je me disais, mais finalement, le recyclage, ça fait appel à rien de plus que de la bonne méthanogénie, de la bonne compréhension thermodynamique, de la belle compréhension de la chimie des éléments en solution, et tout ça, ça va être extraordinairement simple.
Et puis, ce que l'on a appris sur la diapo de gauche, en se disant, bon, voilà, on a un beau minerai, on sait le travailler, on sait appliquer de la pyrométallurgie, même des processus biologiques ou de l'hydrométallurgie, et on sait en tirer les éléments importants pour nous, eh bien ça, on n'a qu'à l'appliquer au processus de droite sur une carte mère électronique. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout la même chose. Dans un cas, à gauche, mais le problème, c'est vraiment de déterminer la phase haute, la localisation du métal, la façon dont il est inséré dans le réseau, et puis de trouver les bonnes conditions pour pouvoir l'extraire dans des conditions économiques et écologiques les plus favorables possibles. Bien. Là, ça peut être, par exemple, ce qu'on a dit à plusieurs reprises, le germanium dans les blindes, et savoir pourquoi certaines blindes sont germaniées et pourquoi le germanium se trouve à tel ou tel endroit et comment on peut le retirer. Mais à droite, c'est complètement différent. À droite, on connaît l'inventaire, il n'y a pas de problème. À gauche, on ne le connaissait pas initialement. On sait où sont les métaux, on sait même comment on les a placés, on sait comment ils sont agencés les uns par rapport aux autres. Mais là, on a un vrai problème, c'est qu'on a un mélange qui est extrêmement complexe, 5, 10 fois, 50 fois plus complexe qu'un mélange naturel utilisé pour les minerais primaires. Et là, c'est l'assemblage qui crée le problème. Et la problématique de la comparaison et de la réutilisation des approches techniques, technologiques et scientifiques entre la mine primaire et la mine secondaire, eh bien, c'est lié effectivement à cette complexité que l'on a du mal à intégrer. Alors, il n'y a pas que la complexité. Il y a aussi, finalement, à l'intérieur d'un système qui pourrait être recyclé, qu'est-ce qu'on est capable de retirer et qu'est-ce qui est intéressant. Alors, on prend quelque chose qu'on connaît très très bien, puis ça revient sur l'exemple qui a été traité tout à l'heure sur les téléphones mobiles. Finalement, ce que vous voyez, c'est qu'il y a à peu près une vingtaine d'éléments que l'on peut lister, avec un certain nombre d'entre eux qui sont d'importance stratégique. Mais il y a deux choses que l'on peut voir. D'abord, c'est des quantité relativement limitée de métaux précieux qui, finalement, entre l'argent et l'or, qui constituent l'essentiel de la capacité de récupération, et que d'autre part, tout cela, ça fait à peu près $1. Et que $1, ça représente une part extrêmement faible du coût de production du téléphone portable lui-même. Et donc, évidemment, ça interroge. D'abord, vous voyez cette incroyable complexité. À l'intérieur de ce téléphone portable, une trentaine de choses que l'on doit séparer de façon plus intelligente possible, et finalement très peu qui sont susceptibles d'avoir une vraie valeur marchande in fine. Donc, il y a l'aspect technique, et se surimpose à cet aspect technique un vrai problème d'inventaire et de problème économique. Alors ensuite, le recyclage, et ça a été déjà abordé, ça peut apporter évidemment ces avantages environnementaux dont on parlait tout à l'heure, ça peut solutionner d'éventuels problèmes économiques et politiques, mais si on se place dans un contexte de croissance de la demande, finalement, ça n'a peu d'impact, sauf si la durée de vie du système dans lequel est positionné le métal que vous voulez recycler, elle est très courte. Là, ici, c'est un exemple à peu près raisonnable de dire, ben voilà, j'ai un taux de croissance de la demande qui est de 5% par an, je peux faire du recyclage à peu près à hauteur de 50%, et je mets 3 durées de vie des produits, 5, 10 et 30 ans. On se rend compte, sur la première d'impôt, sur 5 ans, bah, effectivement, la contribution du flux de matière recyclée, c'est relativement significatif. Dans le deuxième cas, à 10 ans, c'est plus très significatif, et à 30 ans, pour des durées de vie de 30 ans, ça ne veut plus rien dire. Donc, il y a vraiment une question à se poser. Dans ces phases exponentielles de croissance, le recyclage, il ne vaut pas pour tous les métaux, et il ne vaut pas pour tous les produits manufacturés, et en particulier pour ceux qui ont des durées de vie relativement longues. Alors, il y a un certain nombre de pistes de progrès qui sont avancées et qui relèvent de l'économie circulaire au sens large du terme. C'est d'abord la conception de matériaux innovants. Alors, ça a été abordé ce matin par Jean-François Münster, qui sont plus pauvres à métaux en jeu. Alors bon, des matériaux nanostructurés, des polymères, et puis des matériaux biomimétiques. Il y a la lutte contre l'obsolescence programmée, et ça, très franchement, quand on parle d'économie circulaire, on se limite très très rapidement au recyclage. Ceci est un élément absolument fondamental de l'économie circulaire. Et si on travaille contre l'obsolescence programmée, alors il y a un coût social qui est tout à fait significatif. Là, on contribue et on modifie complètement l'équation économique du système primaire-secondaire. La valorisation des émissions, bon, je disais qu'encore une fois, il n'y a pas que les produits en fin de vie, il y a l'écologie industrielle qu'on doit prendre en compte et qui peut apporter des éléments significatifs. Et puis, bon, voilà, je disais là, le recyclage au sens plus conventionnel du terme, c'est-à-dire la réutilisation des composants, des produits en fin de vie,
Les stocks historiques de déchets, c'est la mine urbaine, j'y reviendrai, mais dans ce contexte, et au stade actuel, la production de ressources primaires, minières, demeure une nécessité, et en particulier dans le cadre de la transition énergétique. Et alors là, ça veut dire la chose suivante, c'est que le développement de l'économie circulaire, elle nécessite le maintien d'une production primaire importante, et elle repose sur des technologies et des savoirs qui sont acquis dans le cadre de la production primaire. Et là, je crois qu'il ne faut pas trop que j'en dise, parce que Frédéric Villieras, derrière, devrait parler de ces choses-là. Et vous voyez que vous avez un input de la production primaire directement dans le cycle du recyclage qui est extraordinairement important. Alors, il faut donc tout considérer. Et par exemple, considérer ce genre de choses. Si vous évaluez la consommation d'énergie dans le cadre du traitement des minerais, de l'extraction et du traitement des minerais, ça a été dit ce matin, ce sont des quantités tout à fait phénoménales qui représentent un pourcentage de l'économie consommée au niveau mondial tout à fait significatif. Mais si vous regardez sur le plan déjà de l'économie circulaire, sur le côté primaire, de quelle façon la recherche et l'amélioration des technologies est susceptible de réduire ce coût de l'énergie de façon très significative, d'un facteur 2, on se rend compte qu'en appliquant les meilleures technologies disponibles à l'heure actuelle et les appliquant jusqu'au bout, ensuite d'aller jusqu'à un minimum pratique, c'est-à-dire vraiment les exploiter au maximum de leurs possibilités, et puis ensuite aller jusqu'à un minimum théorique qui fait en sorte qu'on exploite toutes les ressources technologiques, etc., dans le système. Par exemple, autour du broyage, si vous voyez, dans le système, le broyage représente à peu près 20 ou 30% du coût énergétique. Eh bien, on se rend compte qu'ici, il y a un vrai challenge de la recherche, un vrai challenge de l'innovation technologique qui est susceptible de contribuer très fortement à l'équation globale de l'économie. Alors, si je continue, il faut garder aussi en tête que la définition des nouveaux gisements, leur recherche, repose sur le développement de connaissances en 2D et 3D. On a eu, par Yves Fouquet, une très belle présentation de l'amélioration des techniques géophysiques au sens large du terme pour être en mesure de cibler de façon plus pertinente un gisement sous-marin. C'est exactement la même chose sur des gisements en surface, et en particulier en développant des technologies à plus bas coût, en valorisant les données existantes, en faisant de la géostatistique de façon plus efficiente et en couplant les approches géodynamiques à des approches métallogéniques de façon encore plus efficace. Et bien là, encore une fois, on est capable de combattre cette baisse régulière de la teneur des gisements et d'aller un petit peu plus loin. Il y a le développement de la connaissance sur les processus de formation des gisements primaires, et en particulier à petits métaux, parce que cette connaissance, elle est absolument considérable pour pouvoir l'appliquer sur le deuxième cycle et sur le cycle de la réutilisation. Je vous le disais juste avant, les aspects de broyage, des broyats très fins, des mailles de libération, etc., sur des minéraux porteurs de métaux, c'est un élément extrêmement important dans la consommation d'énergie, et à la fois pour le primaire et le secondaire, c'est un élément considérable dans l'économie du système. Et puis les technologies d'extraction et de raffinage des métaux, sous forme de covolarisation, c'est valable pour les minerais, c'est primaire, c'est valable pour les déchets secondaires et pour leurs sous-produits. Désolé, ça ne marche pas très bien. Bon, ensuite, il y a un certain nombre de choses qui correspondent à ce qui a été dit sur les aspects plus de développement durable associés. C'est à la fois la consommation d'intrants et la réduction des émissions dans l'air. C'est la réduction des rejets dans les eaux. Et puis, c'est la conception d'écomatériaux, par exemple pour l'allègement de véhicules ou d'autres systèmes. Alors, on se pose aussi la question du primaire versus le secondaire. Alors, il y a un certain nombre d'exemples qui ont déjà été traités. Je voudrais prendre celui du lithium parce que moi, ça m'a un petit peu interpellé. Le lithium, il y a quelques années, on a terriblement craint sur les ressources en lithium. Et il y a des gens qui disaient le lithium, dans 20 ans, il n'y en a plus compte tenu de la croissance des demandes pour les batteries, et en particulier pour les véhicules électriques ou hybrides. Et finalement, quand on commence à faire un travail à peu près sérieux, à la fois sur les ressources, mais également sur l'utilisation qu'on va faire du lithium dans les années qui viennent, on constate que, alors c'est peut-être optimiste cette fois, mais on a à peu près 400 ans de réserve. La deuxième chose, c'est que la distribution géographique du lithium, là aussi, on s'était un petit peu affolé, on a dit c'est la Chine qui va tout prendre. Non, c'est pas vrai. C'est à peu près de façon équitable, pas tout à fait. Il y en a beaucoup en Amérique du Sud, mais c'est Amérique du Sud, Australie et Chine. Ce n'est pas que la Chine. Donc encore une fois, on est parti sur un cadre géopolitique
qui était un petit peu excessif, et on a dû se rapatrier. Et puis le coût de recyclage du lithium des batteries, il est à l'heure actuelle 5 fois plus élevé que le coût de l'extraction. Mais gardez en tête que derrière ça, il y a un autre facteur, qui est la demande sociétale, qui va vers une exigence plus grande, y compris pour ces nouveaux systèmes énergétiques autour des batteries, et qui impose une précaution environnementale plus grande et une gestion optimisée des déchets ultimes. Alors, pour la recherche, il y a une priorité qui est extrêmement importante, qui tourne autour de la mine urbaine, et il y a là aussi des évaluations tout à fait variables, mais bon, les Nations Unies disent que l'on a à peu près 42 milliards de tonnes de déchets électroniques qui sont disponibles à l'heure actuelle. Et là, il y a réellement un travail sur la recherche et l'innovation, parce qu'on doit savoir échantillonner, on doit savoir caractériser la distribution des métaux dans ces mélanges extraordinairement complexes qui sont généralement encore mal triés et très, très hétérogènes. Alors, il y a des choses qui interpellent. On a des teneurs qui sont jusqu'à 40 fois plus élevées dans la mine urbaine que dans les gisements primaires. Si vous prenez l'or dans un circuit imprimé, eh bien, vous avez 200 grammes par tonne et 300 grammes par tonne dans le téléphone portable. Ce n'est pas vraiment le cas dans les gisements primaires. En France, on considère qu'on a à peu près entre 1,5 et 2 millions de tonnes d'équipements électroniques qui sont mis sur le marché annuellement. Et il y en a à peu près le tiers, entre le tiers et le quart, qui est collecté pour un recyclage ou une réutilisation. Les études qui sont menées montrent qu'il faudrait monter à peu près à 60%, donc plus que doubler l'effort qui existe à l'heure actuelle pour que ce gisement soit efficacement exploitable. Ça, c'est la mine urbaine au Japon. C'est assez impressionnant. On se rend compte que parfois, la mine urbaine au Japon dépasse très très largement la consommation annuelle d'un certain nombre de métaux. Bon, vous avez l'or et l'argent, comme je l'ai montré tout à l'heure, et ça montre bien l'intérêt qu'il y a à s'interroger et à conduire une recherche, une innovation forte autour de la mine urbaine. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a des réflexions qui s'inscrivent dans des problématiques liées aux préoccupations environnementales. Et donc, en France, nous avons une alliance qui fédère les forces en recherche publique autour des affaires environnementales. Et elle s'est posé la question de savoir comment on devait travailler autour de l'économie circulaire. Et donc, voilà ce qu'ils ont dit. Il faut construire des filières de recyclage fortes pour alimenter un marché mondial et pas seulement renvoyer nos produits manufacturés pour les recycler à l'étranger, s'appuyer sur un tissu industriel et des technologies existantes, mais développer des nouveaux procédés, et puis surtout déterminer un modèle économique qui soit un peu plus robuste dans cet environnement qui est très changeant. Alors ça aussi, c'était déjà un petit peu dit, le développement durable de l'industrie minérale et de l'économie circulaire, elle dépend aussi d'un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs humains et des facteurs sociétaux. Ici, j'ai mis quelque chose qui est la perception de la corruption dans les pays. Alors ceux qui sont les plus foncés, rouge foncé, c'est là où on a une perception extrêmement importante de la corruption. Je dis bien que c'est la perception de la corruption. Et puis les plus clairs, c'est là où on a la perception d'une corruption extrêmement limitée. Et vous voyez bien que là aussi, cet exemple de facteur sociétal dans le système est extraordinairement important. Alors, juste une petite chose, ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a des éléments qui montrent que dans les grands concours d'innovation, dans les grandes initiatives autour de l'innovation en France, eh bien, on permet à un certain nombre de projets qui tournent autour de la récupération et de la réutilisation d'un certain nombre de déchets. Ça, c'est un projet qui est mené par le BRGM, de pouvoir se développer. On est en phase 2, on verra si on passe à la phase 3. Alors, en conclusion, l'économie circulaire, c'est certainement une nécessité, mais une économie parfaitement circulaire, vous l'avez vu, c'est aussi totalement un mythe. Et donc, il faut garder, en tout cas, dans le système actuel, une production massive de matières premières, minérales. La recherche et l'innovation, à tous les stades de ce système, a une importance considérable. Elles doivent être pilotées par la connaissance des chaînes de valeur, depuis la géologie jusqu'aux produits finis, et puis par l'analyse des cycles de vie et des bilans de matière. Et elle est accompagnée d'une gouvernance internationale des ressources naturelles, basée en particulier sur la responsabilité sociale des entreprises, la transparence et la responsabilité. Alors, il y a une nécessité de reconnaître au niveau des gouvernements et puis d'instances européennes, par exemple, la nécessité et la nature stratégique des matières premières minérales et également de l'économie circulaire globalement. Et puis aussi
de la reconnaissance de la part du citoyen des difficultés d'approvisionnement en matières premières minérales et de l'importance tout à fait stratégique de ces matières dans la croissance mondiale, et qu'il doit y avoir des éléments qui permettent d'avoir des recyclages, des développements de mines qui seraient environnementalement et socialement responsables, mais qui, ceux-là, doivent être forcément soutenus par la société et pas strictement par les gouvernements. Voilà. Alors, juste quelques éléments. Vous trouvez sur le site qui s'appelle Minéral Info un portail d'information sur les matières premières minérales. Il y a plusieurs panoramas détaillés des métaux et des enjeux pour la France. Il y a un travail qui a été conduit par le BRGM sur l'inventaire minier en France. Il y a un portail européen qui s'appelle Promine, qui traite de ces affaires de gisements primaires. Et puis, il y a un groupe international sur les ressources naturelles qui a également un portail et qui indique l'ensemble de ces affaires. Et puis, il y a, je crois, 3 ans, le BRGM a produit un numéro spécial de Géosciences sur les ressources minérales, et qui était une contribution au Sommet de la Terre de 2012. Voilà, je vous remercie.